On y va? Bon, deuxième partie. Donc Catherine a voulu une table ronde comme la dernière fois pour essayer en 1h15, on a 1h15, une bonne heure et quart, d'essayer d'être vraiment dans l'échange et dans le partage. Donc de sortir un peu des keynotes et de s'autoriser tout, y compris de dire des bêtises. C'est pour ça d'ailleurs que tu m'as demandé de modérer cette table ronde. Je te remercie. Pour introduire, après je vais vous laisser tous les 6 vous présenter très rapidement. Moi, je serai juste le passe-plat. Mais pour vous dire pourquoi on a voulu cette table ronde, c'est que c'est vrai que si je prends deux situations sanitaires exceptionnelles ou deux catastrophes qu'on connaît tous, qui sont les attentats ou le Covid, il y a eu beaucoup, souvent, quand on échange, que ce soit avec des citoyens ou avec des professionnels, des remarques qui étaient des citoyens qui vous disent moi je voulais aider, je voulais participer, voilà, mais la porte s'est fermée ou je ne savais pas comment. Et ça, on est plusieurs à trouver ça regrettable. En tout cas, on est sûr qu'il y a des pistes d'amélioration. Et à l'inverse, des professionnels dire bon, attendez, moi j'étais dans le dur. Voilà, je sais qu'il y avait des gens qui voulaient aider, mais comment les intégrer, comment les coordonner, comment les former dans l'urgence, pas simple, pas facile. Et donc on s'est dit, évidemment, vous allez nous l'expliquer à travers toutes vos expériences, mais évidemment qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais peut-être qu'on peut ensemble réfléchir à comment encore être plus efficace dans l'implication des citoyens, dans l'engagement des citoyens. Alors évidemment, pas uniquement dans les urgences et dans les émotions et la focale médiatique qu'engendrent ces situations, mais avoir un engagement pérenne, mais en même temps très audacieux et agile, parce que c'est de ça dont on a besoin. Et j'ai adoré votre présentation avec l'exemple de ce si beau pays qu'est la Suisse. Voilà, donc je vous laisse vous présenter en moins d'1 minute par personne, c'est faisable. Et après, vous présenterez à travers vos réflexions sur les thèmes que vous aborderez. Voilà. Honneur aux dames, hein, évidemment. Bien, bonjour à tous et toutes. Moi, je suis la colonelle Anne Lamère, donc je suis sapeur-pompier professionnel de mon État, mise à disposition au ministère de l'Intérieur, donc au poste de chef de bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement citoyen. Donc évidemment, engagement citoyen de sécurité civile. Et donc on aura l'occasion d'évoquer un certain nombre de dispositifs d'engagement citoyen avec les forces et faiblesses et les enjeux qu'on connaît tous. Donc je suis la représentante, entre guillemets, des presque 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, puisqu'au ministère de l'Intérieur, et c'est mon job du quotidien, on regarde un petit peu les textes, les manières de pérenniser cet engagement, de le valoriser, et puis surtout de trouver comment justement améliorer la résilience de la population avec ces fameux engagements citoyens, mais qui vivent beaucoup de concurrence. Voilà. Alors, je suis Catherine Morton, je suis pharmacienne, responsable de la réserve sanitaire chez Santé publique France. Bon, la réserve sanitaire, tout le monde l'a entendu, est allée en première ligne, comme beaucoup d'autres, sur la pandémie. Juste un chiffre, nous étions 19 000 réservistes sanitaires, je le suis moi-même depuis 6 ans. 19 000 en décembre 2019, nous sommes maintenant à 70 000 après la pandémie, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même une attractivité. Et je ne souhaite pas pour autant qu'une pandémie de nouveau arrive pour qu'on passe à 100 000 réservistes. Il faut se faire connaître pour que les gens nous rejoignent. Mais après, je reparlerai sur la notion de citoyen et de résilience, qui sont des mots un peu galvaudés, utilisés n'importe comment dans notre société aujourd'hui. Bonjour, je suis Suzanne Tartière, je suis médecin anesthésiste réanimateur, 30 ans au SAMU de Paris, 15 ans au SAMU social de Paris, et actuellement je continue à travailler au SAMU en tant que bénévole, j'ai ce privilège, et je suis membre d'une association qui s'appelle Les Transmetteurs, dont je suis la secrétaire générale. Et c'est une toute petite association, on a juste une centaine de membres. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le colonel Nicolas Chaussat, je suis le sous-directeur en charge de la santé et le médecin-chef du SDIS de l'Essonne, SDIS 91.
Et donc, du coup, on aura l'occasion d'échanger sur l'ensemble des professions de santé qui peuvent s'impliquer chez les sapeurs-pompiers, parce qu'il y a des sapeurs-pompiers volontaires classiques, entre guillemets, qu'on connaît, hein. Et puis aussi tout un service de santé avec différents profils, des pharmaciens, des infirmiers, des médecins, bien sûr, des psychologues, etc. Donc, on aura l'occasion aussi de voir comment ils peuvent s'intégrer dans ce volontariat et dans cet engagement citoyen. Alors, mon général, Madame la Présidente, messieurs, dames, je suis médecin en chef des armées, donc à titre de la réserve opérationnelle militaire, depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai également un passé de médecin urgentiste, on a à peu près 25 ans. Je suis également médecin généraliste, et à ces différents titres, j'ai toujours adhéré à la réserve en tant que citoyen, pour un petit peu aider, on va dire. Et pour revenir sur ce terme d'aide, je pense que c'est ce qui est le plus important dans l'engagement citoyen, et de disponibilité. C'est ce qu'on essaiera de revoir ensemble. Bien, bonjour à tous, Julien Paillère, donc je suis administrateur de l'État dans ma qualité, anciennement sous-préfet, mais ce corps a été dissous pour intégrer un ensemble plus grand. J'ai occupé des postes en Vienne et dernièrement en Nouvelle-Calédonie, avant de rejoindre la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, où je suis chef du bureau du pilotage des acteurs du secours. Donc un acronyme un petit peu complexe, mais qui cache, enfin en tout cas qui correspond à une réalité qui est l'animation du réseau des associations agréées de sécurité civile. 14 nationales, je ne pense pas que vous les connaissiez tous, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc une forme d'engagement tout à fait particulière, du bénévolat qui cohabite ou qui coexiste ou qui co-travaille avec des pompiers professionnels, des pompiers volontaires, dans tout un tas de secteurs, la sécurité civile, la santé, le social. Donc un dispositif très souple, qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que le monde associatif, c'est bien, puisqu'on peut faire beaucoup de choses avec la bonne volonté des gens, et par contre, en contrepartie, c'est aussi une question d'abord de volonté. Donc on est dans un contexte où la question du bénévolat est interrogée. Il y a une proposition de loi portée par un député qui est un ancien président de la Fédération nationale de la protection civile, qui a vocation à valoriser le bénévolat, puisqu'effectivement, la crainte, c'est que dans une jeunesse parfois qui se désengage un petit peu de ce genre de dispositif, la ressource se tarisse et demain ne permettent pas à ces acteurs qui sont des contributeurs indispensables à la politique publique de sécurité civile de pouvoir répondre présent. Bon, ben, merci à vous tous. Donc, on a évidemment tous compris qu'on était avec 6 grands professionnels. On va essayer de diviser en 4 parties, on va essayer de rythmer un petit peu ce temps. Le premier thème, moi, la première question et sur laquelle je veux que vous échangiez entre vous, on gardera des questions dans la salle à la fin, c'est que, et vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire que il y a des chiffres, mais quel est à l'heure actuelle, quel est réellement, je ne parle pas uniquement sur si on regarde à travers le Covid, qui est peut-être la vraie crise qui nous a tous marqués sur l'engagement citoyen, mais en temps normal, quelle est la réalité de l'engagement des citoyens à travers vos différentes expériences, et quel est le rôle exact qu'on attend du citoyen, où est-ce qu'on peut gagner justement pour augmenter les ressources, et après on verra autrement comment on peut justement mieux les former, mieux se coordonner, tout ça. Donc déjà, quel est l'état actuel selon vous, hors juste les 70 000 qui s'inscrivent juste après la crise Covid? Est-ce que réellement, actuellement, tu peux compter dessus demain? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes? Est-ce que c'est un engagement qui est beaucoup plus pérenne? C'est un petit peu, moi, ces questions-là qui me préoccupent. Je vous laisse évidemment en discuter entre vous. Alors, je vais bien commencer parce qu'en fait, il y a, derrière le citoyen sauveteur, en tout cas le citoyen engagé, il y a 2 réalités. Il y a celle du citoyen sauveteur. Alors c'est un projet qui a été porté un peu par le bureau que je dirige, donc qui a été une volonté ancienne et répétée de former, de sensibiliser une grande partie, 80% de la population française, aux gestes qui sauvent, pour faire de chacun d'entre nous quelqu'un qui soit en mesure de porter secours très immédiatement à son prochain qui subirait un accident cardiovasculaire. Ça, c'est un chantier de longue haleine. En fait, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à mesurer qui a suivi ou qui n'a pas suivi une formation pour y pourvoir. Il y a des chiffres différents qui sont avancés. Il y a parfois le chiffre de 40%, qui est un chiffre qui résulte d'une enquête. Le bureau que je dirige comptabilise ces chiffres et on en est en dessous.
Pour autant, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en ordre de marche, notamment l'Éducation nationale qui a beaucoup investi ce champ. Et en fait, on a un stock de gens qui sera difficile à former, mais un flux de jeunes qui rentrent progressivement vers l'âge adulte, qui là, pour le coup, bénéficient d'un bagage assez complet. À côté de ça, des gens beaucoup plus engagés qui, en tout cas pour le milieu associatif, qui souscrivent un engagement et qui, le temps des crises ou dans le temps un peu plus quotidien, puisque les associations ont des missions aussi régulières que vous pouvez retrouver soit formées au secourisme, soit quand vous assistez à un concert, un match de foot, une épreuve sportive, vous avez percevé souvent les bénévoles de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche, de la protection civile qui sont là pour porter secours au public ou aux acteurs. Là, on est sur un volume de personnes qui est beaucoup plus restreint, alors qui est assez stable, mais la problématique, alors je parle sous le contrôle des représentants des associations qu'il y a dans la pièce, on estime à 30 000 les secouristes formés. Pour autant, ce sont des jeunes aujourd'hui, des gens beaucoup plus jeunes que leurs prédécesseurs qui s'engageaient de façon un petit peu plus pérenne, mais des gens qui sont en recherche d'expérience immédiate, assez intense, donc qui se découragent assez vite, dès lors qu'en fait, ce qu'ils estiment pouvoir apporter n'est pas mis en œuvre. Donc il y a un vrai sujet de ce point de vue. Donc il faut arriver à concilier un petit peu le volet formation et le volet engagement. Et derrière, il y a un dernier volet qui est celui aussi de la reconnaissance et de la gratification, parce que même si on fait les choses de façon complètement désintéressée, c'est bien à un moment donné quand un petit signal, une médaille, une lettre d'un préfet ou quelque chose, qui salue un petit peu l'effort, ou en tout cas l'engagement qu'on a conduit. Donc ces effectifs sont stables. Au fond, là aussi, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de cible. Hein. On ne se dit pas qu'on a besoin de 200, de 30 000, de 50 000, d'1 million. Donc tout ça reste à construire. Je vais parler pour ce que je connais, la sécurité civile. Devant nous, nous avons un grand dossier qui s'appelle le Beauvau de la sécurité civile. Ça va peut-être l'occasion de redessiner un certain nombre de lignes avec une logique aussi de résultats, mais aussi de moyens, parce que finalement, il faut, pour savoir ce que l'on veut, enfin en tout cas ce dont on a besoin, il faut savoir ce que l'on veut faire, ou l'inverse, c'est vrai aussi. Alors effectivement, je pense qu'on a des personnels tous souvent très très volontaires. Ils sont tous très décidés à faire de la réserve et à aider. On a des personnels qui sont jeunes et souvent pas formés. Ce qui peut leur manquer, à mon sens, c'est du rythme dans la formation. Parce que c'est des jeunes, ils ont besoin de mouvement. On ne peut pas les former et ou attendre qu'ils fassent un événement exceptionnel. Je pense qu'entre les deux, il faut leur opposer un rythme qui permet d'entretenir cette flamme, justement. Moi, je suis à la Légion étrangère, donc on a la flamme. Voilà. Donc on entretient ce rythme en les faisant participer à des choses intermédiaires. C'est-à-dire que je pense qu'il est illusoire de vouloir les former et bien les former, ils sont toujours bien formés a priori, et de leur faire une formation initiale militaire, c'est ce qu'on leur fait habituellement, une formation militaire initiale du réserviste. Et puis, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils partent sur un événement extraordinaire ou qu'ils partent pour nous en opération, par exemple. Il faut, entre les deux, garder le contact en faisant un rythme d'activité stimulante et aussi qu'ils aient un tuteur. En fait, c'est ce qui manque souvent. Un professionnel tuteur pour chaque réserviste, c'est important. C'est-à-dire qu'il y ait un tuteur ou un ancien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui soit son disciple. Et ça permet de garder un contact direct, parce que souvent, ils sont un petit peu perdus et face à la machine, à l'ordinateur, même si tout leur est proposé sur l'ordinateur, c'est un petit peu une boîte vide le plus souvent et qui ne donne pas une réponse humaine. Avec la réponse humaine et le rythme, je pense qu'on les fidéliserait un petit peu plus. Alors, sur les sapeurs-pompiers volontaires, alors déjà, c'est le système de sécurité civile français, il est partenarial et il est multiple. Donc globalement, vous avez 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, donc le citoyen lambda qui quitte son emploi et qui prend la tenue de sapeur-pompier. Vous avez les sapeurs-pompiers professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux, vous avez des pompiers militaires, vous avez la BSPP, le BMPM, etc. Donc concernant les sapeurs-pompiers volontaires, c'est un engagement quinquennal, donc de 16 à 50 ans. Donc déjà, c'est quand même très vaste. Et le sapeur-pompier volontaire est formé à toute mission du sapeur-pompier. La logique, c'est d'avoir toute la carte. Donc l'incendie, le secourisme, quelquefois les risques routiers, les risques naturels, etc. Donc vous avez le package et le pompier volontaire qui s'engage, il a 3 ans, dans une période probatoire, de faire toutes ces formations. Néanmoins, on est aussi, comme tous, face à des enjeux de pérennisation et de motivation. Donc on s'est beaucoup posé de questions, parce que c'est une institution qui est très ancienne, et on a le retour d'expérience des globalement 20 dernières années avec les plans nationaux, où finalement on remarque que la durée moyenne d'engagement, elle stagne à 11 ans, 11 ans, 9 mois. Donc ça, c'est la période moyenne d'engagement d'un pompier volontaire.
Mais néanmoins, c'est quand même le mode nominal de notre fonctionnement de sécurité civile. C'est-à-dire que les pompiers volontaires font quand même 66% du temps d'intervention. 66%, c'est assez énorme quand même. Et 80% des centres de secours, donc on a 6500 centres de secours en France, 80% de ces centres-là ne sont qu'avec des sapeurs-pompiers volontaires, donc le citoyen qui quitte son emploi. Donc la formation, donc on a des secouristes bien formés, et comme je vous disais, 3 ans pour se former. Face à certaines démotivations possibles et à la volonté de partir aussi rapidement en intervention, on s'est adapté dans le timing, dans les modalités de formation, et globalement, le pompier volontaire qui le souhaite, en 6 à 8 mois, il peut décaler à l'ambulance. Donc, il peut partir en intervention secourisme. On a su s'adapter sur justement ce multicarte. Et aujourd'hui, on a des engagements différenciés. Donc, la personne qui va être engagée sapeur-pompier volontaire, elle peut dire, écoutez, moi, le feu, j'ai un peu peur, donc je n'ai pas trop envie de ça. Donc, je voudrais bien commencer par le secourisme. Ok, pas de problème. Et bien, par contre, dans les 3 ans, on peut se dire, si tu as envie de goûter à, tu peux continuer à te former et être le pompier toute mission. Maintenant, on est extrêmement souple parce qu'on a, comme tous, des problématiques de recrutement. Les 200 000 que je vous citais, en fait, c'est un étiage qu'on a depuis 5-10 ans, mais on n'arrive pas à le dépasser. On était en 205 000 en 95. Bon, globalement, on est à 200 000. Comme le disait M. Paillère, ce sont des chiffres qui veulent dire tout et rien, parce que derrière un pompier, c'est surtout le temps de disponibilité. Et le véritable enjeu, c'est le temps de disponibilité, le temps que ce citoyen va donner à la collectivité. Donc on peut avoir des chiffres sur le papier, ça ne fait pas forcément tout. L'enjeu qu'on a connu aussi, c'est le temps Covid. Avant Covid et post-Covid, on a vu une vraie évolution de l'engagement citoyen. Habituellement, le pompier, il est plutôt managé, il rentre dans le centre de secours. C'est entre guillemets un sacerdoce. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est mon temps familial, mon temps perso, mon temps professionnel. Et ce qui reste, c'est pour les pompiers. Et ça, c'est un changement de paradigme véritablement pour nous. Et c'est quand même 80% des troupes de sécurité civile. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Un autre élément pendant le Covid, justement, on a baissé notre activité opérationnelle classique. Mais par contre, les pompiers étaient disponibles cette fois-ci. Et on les a utilisés, entre guillemets, à tout un tas de missions qui ont permis à faire beaucoup de choses. On a fait du support logistique, du transport de gel hydroalcoolique. On a fait beaucoup de choses qui ont permis de maintenir le lien et de ne pas perdre des troupes. Et ça a été très important. Toujours dans l'engagement citoyen, à côté de ces sapeurs-pompiers volontaires-là, les services d'incendie et de secours, donc les services départementaux qui gèrent ces troupes-là, ont créé aussi des réserves citoyennes. Ces réserves citoyennes, ça permet quand même d'avoir des gens disponibles, alors qui ne font pas d'opérationnel, mais qui aident les SDIS dans les tâches périopérationnelles. Donc la communication, la formation, justement, l'information des populations, des choses comme ça. Donc on a aussi un autre type de réserve. Voilà globalement un petit peu l'état des lieux. On a aussi beaucoup de dispositifs dans les collèges, dans les lycées, parce que la loi de 2004, la grande loi de sécurité civile, disait bien que le citoyen est acteur de sa sécurité. On ne peut pas dire que ce soit un objectif complètement atteint, donc on a encore beaucoup d'enjeux là-dessus. Voilà. Au niveau de la réserve sanitaire, nous, on parle là de formation, niveau d'expertise. Nous, forcément, ça s'adresse à tous les professionnels de santé inscrits au Code de la santé publique. Donc, nous, on n'est pas là pour les former, pour vous former. Les gens qui viennent ont leur formation de base et voire une formation continue éventuellement. Donc, nous, ils arrivent avec leur bagage professionnel pour les mettre en situation quand ils sont disponibles. Alors, quand j'entends parler d'engagement citoyen, la question est sans doute un peu provocatrice, mais elle mérite d'être posée. Est-ce qu'un professionnel de santé, et je vais donner mon exemple, parce qu'il n'y a que les exemples qui parlent, est-ce que quand on est professionnel de santé avec ses compétences et que dans une situation de catastrophe, on continue à exercer sa profession, au fond, dans des situations un peu différentes, un peu plus speedantes éventuellement et stressantes, est-ce qu'au fond, c'est un acte citoyen particulier ? J'avais ma pharmacie à Toulouse lorsque AZF a sauté. Tout le monde s'en souvient, je pense, ça reste un fait majeur dans notre pays. On me demande, l'officine de nos centres-villes, on me demande de rester H24, 7 sur 7 ouverte pour soigner les premiers blessés, pour éviter d'aller engorger les urgences. Est-ce qu'à ce moment-là, je fais un acte citoyen ? Je ne le pense pas. Je suis une prolongation du travail que je fais tous les jours et j'aide un peu plus. Pour autant, est-ce un engagement citoyen ? Je dirais que non. C'est juste faire mon travail. Voilà, c'est la question que je pose. Est-ce que faire son travail et continuer à le faire dans une situation de catastrophe est un engagement citoyen à mettre autant en avant que ce que vous présentez avant ? C'est-à-dire des gens qui font autre chose,
dans leur vie et qui s'engagent en plus de surcroît bénévolement. Donc, dans l'engagement citoyen, il y a plusieurs déclinaisons, je crois. Il ne s'agit pas d'y mettre un hit-parade ni une hiérarchie, mais dans le mot d'engagement citoyen, attention, de quoi parle-t-on? Et quand on parle de citoyen, avant de s'engager, faudrait déjà être citoyen. Je trouve que l'exemple de la Suisse est assez parlant. Moi, je connais beaucoup mieux le Canada, mais je rapproche souvent les deux pays dans la notion de citoyenneté. Déjà, être un citoyen qui respecte les règles du bien vivre ensemble dans un pays, c'est déjà être citoyen. Donc, avant de parler d'un engagement citoyen valeureux et guerrier, ce serait bien d'être citoyen de base et respecté, déjà. La citoyenneté dans la vie de tous les jours. Et je ne suis pas sûre qu'en France, ce soit bien ancré chez tout le monde. Quand on limitait à 6 par appartement pendant la pandémie et qu'en France, c'était plutôt un multiple de 6, j'ai l'impression, par rapport à d'autres pays où c'était vraiment 6 dans l'appartement. C'est du vécu au Canada, donc je sais de quoi je parle. C'est vrai que c'est qu'est-ce que le citoyen dans notre pays? Je pense qu'il faut déjà faire un travail citoyen. Qu'est-ce qu'être citoyen dans notre pays avant de faire l'engagement qui vous permet de mettre le step au-dessus en disant « je m'engage en plus pour mon pays autrement ». Voilà, ça c'est vraiment un sujet chez nous. Et le sujet qui nous percute tous, c'est comment on fidélise ces viviers qui nous sont arrivés. Nous, la réserve sanitaire, on est à 68 000 réservistes, on est 10 pour animer tout ce vivier. 10 pour 68 000, ça fait pas beaucoup. L'équipe de la réserve sanitaire, on est 10 personnes pour s'occuper de tout. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de fidéliser quelqu'un qui ne part pas pendant 10 ans. Comment on lui dit, mais si, c'est important que tu sois là parce que le jour où on a besoin de toi, t'es là. Ou enfin, ça fait 10 ans que je suis là, on ne m'a jamais appelé. Donc, ça, c'est vraiment un défi qu'on rencontre tous, de toute façon. Voilà. Ouais, moi, je partage un petit peu ce que disait le médecin en chef aussi. Il faut faire attention que la catastrophe, c'est quelque chose d'exceptionnel, heureusement. Mais qui dit exceptionnel dit une occurrence très faible. Et donc, du coup, il ne faudrait pas que la catastrophe et la préparation deviennent une mode. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, pendant ou après le Covid, des gens qui voulaient bien faire, mais c'est passé très vite derrière. Il ne faut pas que ça devienne une mode. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on les fidélise et comment est-ce qu'on les prépare, justement? Et on entretient cette motivation au jour le jour. Je pense que c'est un vrai défi, effectivement. Et arriver, pour faire un lien avec l'engagement citoyen, justement, à renforcer cet engagement citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement d'un professionnel, c'est un engagement citoyen. Et je pense qu'en tout cas, pour répondre, alors je vais provoquer, puisque vous avez lancé la question, je vais commencer à répondre. Pour moi, oui, c'est un engagement citoyen, par le fait que ça va au-delà de nos fonctions. C'est-à-dire que on a beaucoup de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers, de plein de professions de santé qui travaillent. Ils ont un salaire pour ça. Et puis, plutôt que de rentrer chez eux le soir, c'est aussi valable pour les sapeurs-pompiers ou d'autres professions, ils décident d'aller se mettre au service des autres. Et pour moi, c'est un peu ça aussi, être citoyen au jour le jour, quel que soit nos corps ou notre appartenance ou notre métier, c'est aussi d'être au service des autres. Et en ça, pour moi, c'est un engagement citoyen assez fort. Oui. Le risque aussi, je pense que si on en fait une prolongation de la réserve sanitaire de la profession habituelle, on risque chez des professionnels qui sont parfois déjà surchargés, nous en santé c'est le cas, de leur présenter la réserve sanitaire comme un surcroît d'activité par rapport à leur activité, ce qui à mon sens est délétère parfois. Donc en leur présentant comme quelque chose de plus, de différent, où ils vont pouvoir attraper des compétences supplémentaires, mais surtout en leur rythmant avec quelque chose de différent peut-être, et ça peut être très anodin, ça peut être une rencontre des familles, ça peut être vraiment des choses totalement sans un rapport avec une catastrophe, par des rencontres anodines et rythmées sur l'année en faisant un calendrier. Moi, en ce qui me concerne, on a une expérience de calendrier rythmé sur toute l'année, avec des rencontres ponctuelles, et vraiment toujours indiquées dans le calendrier, par rapport à des fêtes, par rapport à des rencontres particulières, ce qui fait qu'on maintient le lien. Et même la personne qui n'a pas participé va garder ce lien et l'intérêt pour la réserve, et être sollicitable si jamais il y a un événement exceptionnel. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière, parce que je vous ai parlé de chiffres tout à l'heure, parce que tout le monde propose des chiffres assez consolidés. Quand je vous ai parlé de 30 000, moi, au sein des associations agréées de sécurité civile, puisque je suis dans un cénacle médical, j'ai visé les secouristes, c'est-à-dire les gens qui sont qualifiés PSE1, PSE2, pour vraiment mettre en œuvre des gestes de secourisme. Sinon, le volume de bénévoles est plus grand, on l'estime à 200, 250 000. Mais là aussi, on touche du doigt un petit peu la limite d'un fonctionnement associatif avec une tête de réseau étatique qui est un acteur dans la limite de ses moyens. Ça me fait mal de le dire, mais je dois le confesser. Donc on sait assez mal finalement ce que les associations font. On a du mal à le mesurer. Il y a eu un travail qui avait été mené par le Conseil national de la protection civile, l'association qui chapeaute le réseau des associations dans une logique un peu différente, puisque c'est plutôt fédérative, alors que l'État en est plutôt partenaire.
je parle sous le contrôle général prieur qui me fait face, au moment de la crise Covid, 3 millions d'heures de travail ont été données par les bénévoles des associations agréées de sécurité civile, ce qui correspondait à 20 000 ETP. Donc là, on a quelque chose de particulièrement chiffré, mais comme c'est un concours, et que vous disiez la catastrophe n'est pas quotidienne, et Dieu merci, même si elle revient avec de plus en plus de récurrence, c'est difficile de fixer une cible, puisqu'on par nature, on ne peut pas vraiment anticiper, enfin, on le peut, mais pas de façon complètement certaine, ce qui nous attend. Donc ce volume de bénévoles est important, prend une part tout à fait particulière, avec effectivement une notion vraiment là pour le coup d'engagement profond, puisque c'est bénévole, c'est sur des temps personnels, mais ça fait aussi sens, et là je m'en remets aux représentants d'associations, il y a au-delà de la mission, il y a comment dirais-je, l'intention première, c'est aussi de se retrouver ensemble. En fait, les gens s'engagent aussi parce qu'il y a une satisfaction un samedi matin de se lever pour aller faire un poste de secours sur la fête de la choucroute à Arpajon. Immédiatement, on se demande ce que les gens recherchent, mais il y a aussi rendre service et puis se retrouver avec des gens qui partagent ces valeurs-là. Donc c'est un engagement dual, si on peut le dire comme ça, mais qui n'en est pas moins remarquable. Vous parlez de formation, et je crois que si le grand public n'est pas formé, finalement, c'est pas grave. Le principal est qu'ils connaissent les bons numéros, le 15, le 18, le 112, qu'ils appellent, qu'ils sachent appeler et qu'ils se laissent guider, et on leur fera faire des bons gestes. Je crois que c'est assez simple. Hormis la situation d'étouffement, où on peut simplement faire le bon geste par téléphone et qu'il n'y aura pas de chaîne de secours à déclencher, toutes les autres situations vont nécessiter le déclenchement d'une chaîne de secours. Et je pense que le grand public, pour moi, s'il n'est pas formé, ce n'est pas grave. Et je crois tout le monde a vu à la télé un massage cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur. Et je pense que maintenant, l'image arrive au SAMU, on peut filmer une scène, les gens appellent tous avec leur portable, la scène peut arriver au SAMU et on peut d'autant plus mieux expliquer le geste. Donc je crois que pour le grand public, c'est pas grave s'il n'est pas formé. S'il est formé, tant mieux. Notre association, donc, on a été créée en 2005 par Xavier Manueli. On voulait constituer une réserve opérationnelle. Je crois qu'on a été créé un petit peu avant les Prusses pour intervenir en cas de crise. Effectivement, les crises, c'est important, mais entre les crises, que faisons-nous? Si cette réserve n'est pas soutenue, organisée, si la réserve va pas être efficace et opérationnelle tant voulu. Et donc, nous avons énormément d'actions de formation pour nos bénévoles qui sont surtout des médecins. C'est vrai que ma génération a du mal à lâcher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bénévole au SAMU, je suis très fier de ça, de pouvoir continuer à travailler. Médecin toujours, pardon. Et on est donc une centaine et nous avons beaucoup d'activités de formation aux gestes d'urgence, bien sûr, parce que c'est quand même important, mais nous avons été les pionniers un peu des formations aux gestes d'urgence de très courte durée. Et là, en parlant de formation, nous sommes en train de relancer un programme que nous avions créé autrefois sur le risque NRBC. Parce que je pense qu'on peut parler du risque NRBC de façon non anxiogène. Et je pense que si tout le monde a vu à la télé les gestes classiques, par contre, ce risque, il est mal connu, il peut faire très peur. Et donc, nous avions imaginé un programme de 3 heures, très simple. Et nous allons le relancer en le faisant valider revalider. Et je pense que le grand public doit avoir un minimum d'informations et comprendre ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Mais justement, alors, je pense qu'on peut passer ou glisser tranquillement vers ce qu'on avait mis en deuxième point, qui était quel était le niveau d'expertise et quelle est donc forcément la question de formation qu'on attend. Lier l'engagement sans formation, est-ce que c'est possible? Tu l'as dit que c'était possible, je le pense aussi. Mais on sait, évidemment, pour les professionnels de santé, pour les secouristes, ça paraît difficile sans formation, quoique souvent le bon sens paysan peut faire je suis d'accord, hein, sauf qu'on voit bien que la réaliser sur le terrain, elle est beaucoup plus difficile. Donc, est-ce qu'on ne peut pas justement être plus audacieux sur dire toutes les bonnes volontés, même sans expertise, sans formation, on saura les intégrer dans nos systèmes de réponse, ou au contraire, il faut évidemment passer par des formations, et puis tu l'as dit, évidemment, comment trouver un moyen de ne pas être juste pris ou attendre l'événement exceptionnel, mais d'avoir l'impression de servir en permanence. Voilà, donc. Est-ce que, comment justement sortir d'un petit peu des standards? Si je suis formé, éventuellement peut-être qu'on va m'utiliser, et encore, si on ne m'utilise pas, dans ce cas-là, j'irai faire autre chose.
Alors, à mon sens, effectivement, l'utilité du réserviste, elle va être parfois mis en difficulté par son manque de formation. Donc, il ne faut pas le dévaloriser, surtout. Il doit être justement mis en avant dans des missions, enfin, au niveau militaire, ce qu'on appelle des missions qui vont être valorisatrices et pour lesquelles on va le récompenser. Ce qui va lui permettre de passer au stade d'après et d'accepter la formation peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus dure. Mais le niveau de récompense, comme en milieu militaire, c'est des mondailles, c'est des titres de satisfaction. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable et ça fonctionne. Donc, dans d'autres types de réserves citoyennes ou sanitaires, on peut penser à cette gratification sous un autre mode. Ça, je ne saurais pas réfléchir pour eux, mais je pense que la gratification est importante pour que le réserviste il continue à se former et qu'il passe au stade d'après et qu'il soit vraiment utilisable à ce moment-là. Donc vous êtes sur un engagement qui est plus bottom-up, c'est-à-dire qu'au début, on vous prend sans formation, sans expertise, on valorise ce que vous faites et au contraire, ça nous motive collectivement pour aller plus loin. Tout à fait. En réserve militaire, vous avez des jeunes dès 17 ans qui s'engagent sans aucune expérience. Donc preuve en est et qui restent souvent une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, voire plus, ou qui s'engagent après secondairement, ça peut arriver. Nous, par exemple, on forme, donc on prend les gens, on prend les professionnels de santé, quels qu'ils soient, avec leur niveau de base, de professionnels de santé. Et en fait, on ne forme pas en acculture plus qu'on forme. Et donc, du coup, on les acculture au milieu sapeurs-pompiers, on leur explique un petit peu comment ça se passe, et puis on leur propose des formations. Et je pense que les formations, c'est vraiment quelque chose qui est valorisant. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sentent impliqués, ils se sentent... voilà, on sait très bien que c'est des leviers assez forts. Et nous, on n'hésite pas. Voilà, on a des médecins généralistes qu'on forme au NRBC, par exemple. Alors, on ne leur dit pas qu'ils iront à l'avant et faire du NRBC de haut niveau, mais ils seront capables, peut-être derrière... de ne pas partir en courant. Voilà, déjà de ne pas partir en courant, en plus de rassurer les autres, et d'être sensibilisés à plein de choses. Et donc, du coup, ça nous permet d'ouvrir à une quantité de personnel assez grand, de tous les horizons, toutes les spécialités, qu'elles soient médicales ou autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour voilà, valoriser une forme de valorisation de cet engagement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire au jour le jour pour éviter justement de voir et de perdre un petit peu tous ces personnels. Concernant le volontariat, puisque c'est le mode nominal d'intervention pour 66% du temps opérationnel, évidemment, on ne peut pas concevoir une absence de formation. Par contre, deux enjeux sur la formation, dont le côté très positif, parce que dès que le pompier acquiert une compétence, il va tout de suite pouvoir la mettre en œuvre. Donc je suis d'abord formé secouriste. Dans l'année qui suit, je décale au VSAV en tant qu'équipier secouriste. Et ainsi de suite. Ce qui est positif également, c'est que c'est très progressif. Donc soit le pompier est secouriste, soit le pompier fait toutes les tâches du pompier, donc de l'incendie, etc., comme je disais tout à l'heure. Il peut rester équipier. Le citoyen qui veut rester longtemps et qui s'engage longtemps parce qu'il se sent bien chez nous, il a des capacités d'évolution très gratifiantes. Il est d'abord équipier. Ensuite, il est chef d'équipe. Donc, il monte en grade. Donc, il passe des formations, il passe des diplômes. Ensuite, il peut être chef d'agré, donc responsable du VSAV. Donc ça, c'est aussi gratifiant. C'est un autre grade, c'est des responsabilités. Et ainsi de suite sur l'ensemble de la chaîne des fonctions opérationnelles, ce qui est extrêmement gratifiant pour un sapeur-pompier volontaire. Mais avec une réelle technicité qu'il a acquis au fur et à mesure. Cette technicité-là, elle est à la fois secouriste, elle est incendie, mais elle est aussi managériale. Et on travaille énormément, nous, avec les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils les libèrent, parce que c'est le principe, de faire reconnaître ces compétences-là. La compétence technique du pompier, du SSI, le service de sécurité incendie, mais aussi la compétence managériale du gestionnaire de l'équipe. Donc c'est extrêmement gratifiant pour nos sapeurs-pompiers. Néanmoins, au regard de l'étiolement, entre guillemets, de l'engagement et surtout du temps de disponibilité, pas forcément de l'engagement, mais du temps de disponibilité, on a des retours terrain qui nous disent bon, c'est très difficile d'absorber la formation, etc. Donc on y va mollo, si je peux me permettre. On essaye d'être le plus agile possible dans les offres de formation et on essaye aussi toujours de mettre des dispositifs de reconnaissance vers les employeurs. Donc on a les deux aspects. Alors sur ce sujet, deux points de vue. D'abord, je remercie docteur d'avoir parlé du prompt secours et de la fameuse formation pour porter secours immédiatement à son voisin. En fait, la loi citoyen sauveteur de 2020 a consacré le statut de collaborateur occasionnel de service public pour quelqu'un qui porte secours spontanément. Donc en fait, porter secours sans connaître les gestes, ce n'est pas prendre un risque au sens de la loi, puisque l'État, enfin en tout cas le maire, enfin la collectivité publique, se portera garante de votre sécurité juridique dès lors que vous avez mis en œuvre
ces éléments. Pour autant, la formation en soi n'est pas un gage absolu de compétences, parce que finalement, il y a aussi un état d'esprit. Je parle sous le contrôle là aussi des gens qui interviennent. Il y a des gens qui sont très bien formés et qui, au moment de passer à l'acte, finalement, se sentent pas capables de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, alors que des gens qui auraient une formation un peu plus sommaire, finalement, dans l'urgence, quelque chose se déclenche chez eux et peuvent s'engager de façon un peu plus... alors là, on est vraiment sur la base, de façon un peu plus profonde. Je parlais tout à l'heure des secouristes. La formation, c'est important parce que ça donne ça donne des gages, ça donne des savoirs. Donc c'est important, c'est bien pour les gens qui ne partent de rien, la personne qui s'engage dans l'association qui n'aurait pas du tout de connaissances en secourisme, c'est bien qu'elle ait un bagage complet. Le défaut, c'est pour des gens qui possèdent déjà des compétences. Vous pouvez avoir beaucoup d'infirmiers qui vont s'engager dans des associations de sécurité civile, mais dont les compétences sont quasiment pleines pour porter secours. Et pour autant, notre corpus réglementaire veut qu'il faille pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de gestes. Et il n'y a pas d'équivalence directe. Alors on essaye de travailler là-dessus pour qu'il y ait beaucoup plus d'interopérabilité entre guillemets entre les métiers de la santé et du secours. Mais c'est assez frustrant pour un infirmier qui intervient avec une casquette de secouriste. On lui dit non, là ce que tu fais, tu peux pas le faire parce que tu interviens en tant que membre de la Croix-Rouge, en tant que membre de la protection civile, alors que s'il était avec sa tenue d'infirmier libéral ou hospitalier, il pourrait le mettre en œuvre. Donc la formation, c'est un gage, mais c'est aussi une limite. Alors c'est probablement à l'administration, je parle en connaissance de cause, de travailler à de plus grandes équivalences pour sortir un petit peu des chapelles ou des couloirs de nage de chacune des composantes du secours. Ouais, je vais laisser le docteur Tartière qui, à mon avis, a une bonne idée sur la question. Non, mais c'est vrai que je voulais résumer. Je pense que la formation, effectivement, c'est intéressant. Mais pendant longtemps, reconnaissez qu'elle a été extrêmement rigide et qu'on a fait peur à tout le monde. Et que les gestes, s'ils n'étaient pas faits dans toute leur chorégraphie, on avait peur de mal faire, donc on ne faisait pas. Et moi, je pense que mon credo, c'est de dire qu'il vaut mieux mal faire que rien faire. Ouais, mais il y a une question de responsabilité. Oui, on peut toujours trouver des arguments. Mais je pense que le grand public, au téléphone, vous pouvez leur faire des trucs incroyables et des gestes, même s'ils ne les ont jamais appris. Et je pense qu'ils ont toujours vu ces gestes. Et à part, comme je vous dis, des situations comme les nouveaux risques, où là, effectivement, personne n'est préparé, pour les gestes de base, ils sont quand même très simples. Si je résume un petit peu, et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous dites, et on a tous notre vécu, surtout dans les zones rurales, mais il vaut mieux un bon paysan, plein de bon sens qui va agir et qui va se moquer un petit peu de la formation, de la loi, qu'un infirmier qui va être un peu prisonnier de son statut d'infirmier. C'est ça. Alors, juste en complément, si on peut arrêter sur la formation, la sécurité civile, on est beaucoup démarché par le secteur du virtuel, ou en tout cas de la réalité augmentée, et il semblerait, mais ce sont des études à consolider, que la mise en œuvre pendant la formation de façon très pratique avec ce genre de technologie, ça offre une sécurité, en tout cas à l'intervenant, et une mémoire des gestes beaucoup plus avancée. Donc bon, pour l'instant, il y a une association qui s'appelle D'un seul geste, pardon. Ouais. Alors c'est compliqué parce que, nous on a des relations un peu compliquées avec eux. Ils voudraient être association agréée, ils ne sont pas vraiment. Pour autant, il semblerait qu'ils aient l'intention de débuter, en tout cas avec un laboratoire de la Sorbonne, une étude scientifique avec une profondeur un petit peu dans le temps. 2 ans après, quelqu'un qui a été formé de façon un peu théorique, un peu ancestrale ou magistrale, qu'est-ce qu'il en garde et qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il se sent capable de faire, et quelqu'un qui a été formé sur quelque chose de beaucoup plus concret, en comparaison, est-ce que ça justifie, parce qu'en plus sur des formations plus courtes dans le temps, qu'on recourt de façon beaucoup plus massive à ce genre de pratique? Je ne suis pas capable de le dire, moi. On va regarder ça avec intérêt. Juste pour compléter, je pense qu'effectivement, on peut faire des formations virtuelles sans tout ce matériel. On emploie une pédagogie scénarisée, inductive, bienveillante et ludique. Et on a une mémorisation parfaite. Je crois que la formation a été trop souvent a fait peur. Et on peut employer d'autres techniques qui sont très efficaces. Et une mémorisation parfaite 15 ans après. Oui, nous, ce qu'on fait comme formation, c'est la formation à être réserviste sanitaire, qui est un esprit. On n'est pas le service de santé des armées, on n'est pas une ONG, on est au milieu parce qu'on part sous drapeau français.
On a une tenue et on part sous drapeau français. Et c'est cette culture-là qu'il faut qu'on inculque à nos réservistes sanitaires et leur dire non plus, parce que la pandémie a pu fausser cette vision, que ça pouvait être une carrière en soi, d'être réserviste sanitaire. La loi dit qu'on ne peut pas faire plus de 45 jours de mission par an. Or, pendant la pandémie, le gouvernement avait levé le nombre de jours mobilisables dans la réserve sanitaire jusqu'à 300 jours pour l'année 2021. Donc évidemment, certains réservistes n'ont pu travailler ni en libéral, ni ont quitté les hôpitaux, on le sait, beaucoup ont quitté les CH et sont devenus réservistes sanitaires comme si c'était devenu un nouveau parcours professionnel. Donc la descente a été difficile quand on est revenu au droit commun des 45 jours par an. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'engagement, en tout cas dans la réserve sanitaire, il y a le côté très exceptionnel de l'événement auquel on participe. Je donne un exemple précis. Quand il a fallu aller sur le Dixmude, le porte-hélicoptère à Al-Arish en Égypte, travailler avec les pompiers, les marins-pompiers et le SSA, qui était une première. Réunir ces 3 corps était une première historique pour la France. On avait besoin de 22 personnes par rotation de 15 jours. Donc, il faut voir aussi le temps de mobilisation qu'on demande, nous. C'est 8 jours à 3 semaines. C'est pas sur des demi-journées ou des journées. On a eu 2500 réponses pour 22 places. Si on demande à aller faire de la vaccination choléra à Mayotte, on a des volontaires, mais on en a eu 84. Donc, il y a aussi le côté, quand je dis historique, comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire, l'image. J'y étais. Voilà, ceux qui sont revenus du Dixmude, qui ont vécu dans des conditions difficiles, il fallait être solide mentalement, d'être dans le Dixmude sur le Dixmude pendant 15 jours, en donnant sa carte SIM à l'entrée, pas de contact avec ses proches, rien, même avec nous. Nous n'étions plus, entre guillemets, maîtres de nos propres réservistes sanitaires. Nous n'avions quasiment pas de nouvelles, juste par les référents de mission. Donc c'est quand même des conditions difficiles. Quand ils sont revenus, un peu percutés par ce qu'ils ont vu quand même et vécu, ils disaient, ils n'avaient même pas besoin de lettres de remerciement, même si évidemment on a fait ce qu'il fallait. J'ai même fait l'intelligence en nommant Jean-Paul Sartre, tout ça, voilà, en leur envoyant un joli mot. Mais il n'empêche que dans leur tête, c'était « j'y étais ». Je pourrais dire toute ma vie « j'y étais ». À accueillir, c'était des civils palestiniens qui arrivaient à sortir de la bande de Gaza. Et c'est vrai que chez eux, ça a réveillé quelque chose qui allait au-delà de l'engagement citoyen, vraiment. Pour avoir un taux de réponse comme on a eu, jamais on avait ça. 2500 réponses de volontaires pour 22 places, c'est quand même rare, dans des conditions inconnues. C'est-à-dire que même nous n'étions pas capables de leur dire exactement ce qu'ils allaient vivre, évidemment. Même s'il y a eu après un accueil avec les autres corps, et on s'est parlé, mais après, c'était... ils partaient. Ils s'envolaient dans un A400M sans nouvelles. Donc, la réserve sanitaire, c'est ça. On part sur one shot, mais one shot 3 semaines ou 15 jours. Oui, mais tu l'as dit, il y a une valorisation qui est quasi immédiate, voire même une image qui peut être dangereuse. Exactement. Ça, c'est sûr. Moi, j'en reviens à mon agriculteur en Savoie ou l'artisan qui n'a pas le temps de partir... ni 8 jours, ni 15 jours, mais et là, clairement, il y a une ressource qui est colossale, qui n'a pas forcément envie ou le temps de se former, qui n'a pas forcément envie ou le temps d'être dans des associations agréées, alors parfois ils sont pompiers volontaires, mais pas tous. Or, et tu l'as dit, souvent, c'est des gens qui ont la tête bien sur les épaules et qui sont... très efficaces quand on a besoin d'eux. Alors comment aller les chercher justement, comment être plus audacieux pour leur faire comprendre qu'ils font partie, ils sont en général en plus, le sens citoyen, ils savent ce que c'est, mais comment justement dire qu'on peut compter sur ces volontaires du quotidien, que ce soit pour tous les jours répondre si on a besoin d'eux, mais aussi pour l'exceptionnel, parce que si ça dure... Moi, je pense en particulier dans les Alpes-Maritimes, il y a plein de récits qui montrent que si ça n'avait pas été les primo-témoins qui avaient initié la réponse à la catastrophe, on aurait perdu beaucoup de temps. Or, la ressource, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est là. Elle n'a peut-être pas envie qu'on vienne la chercher, qu'on vienne la chatouiller. En tout cas, pour les agriculteurs de Savoie, c'est sûr.
Après, alors, en complément de ce que j'ai pu dire moi, sur les associations, il existe aussi un autre échelon qui est ce qu'on appelle les réserves communales de sécurité civile, hein, qui sont beaucoup intervenues dans ces épisodes-là. Il faut trouver le juste curseur, à mon avis, entre national, cause un petit peu, comment dirais-je, transcendante, et réalité du quotidien et localité. En fait, c'est pour ça que la sécurité civile continue à fonctionner sur un axiome maire et préfet, puisque finalement, la personne aussi, dans le concept de proximité, ça lui permet de toucher du doigt le service qu'il rend à quelqu'un qu'il connaît, à une communauté, à une commune dans laquelle il a peut-être grandi ou dans laquelle il s'est installé. Donc il y a aussi la capacité de mobilisation, il faut y mettre derrière des réalités concrètes et parfois, comme Madame le disait, il peut y avoir une espèce de mission un petit peu transcendante, enfin l'engagement pour sauver des civils qui fuient un conflit armé, effectivement ça fait sens. Peut-être que juste quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus local, ça fait sens aussi pour d'autres, dans une logique où effectivement ils n'ont pas le savoir, mais ils ont l'intention. Et là, pour le coup, les réserves communales, qui est un outil à la main des maires, c'est zéro qualification. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'y engager pour y mettre en œuvre des missions simples, mais au moins constituer, pour le coup, une réserve qui, globalement, est de plus en plus activée dans des communes où le besoin se fait sentir. Il y a un peu ce modèle-là pour la réserve des armées. À savoir que les opérations extérieures, c'est sûr que ça peut tenter et intéresser et peut-être transcender certaines personnes, mais je pense qu'il faut plutôt rester sur une réserve du quotidien. En milieu militaire, par exemple, c'est la participation aux opérations intérieures sur le territoire. Pour les militaires opérationnels, ils participent par exemple à ce qui est l'opération Sentinelle, et c'est du quotidien au contact des habitants, et ils le font de façon fréquente, en week-end ou en semaine, suivant les besoins, et ça va leur créer un contact bien plus répété et un rythme, encore une fois. Je pense qu'il faut rythmer la participation du réserviste sur des choses quotidiennes pour qu'après, exceptionnellement, il puisse partir peut-être sur quelque chose qui va plus se transcender, s'il a les possibilités, parce qu'il ne faut pas aussi peut-être non projeter les gens qui ne vont pas être en capacité ou être en fragilité dans quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, moi, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui est très important. Tu as parlé du lien, et je pense que au niveau de la commune, on le sait, en particulier dans les régions rurales, ce lien, il est très fort et il symbolise un petit peu ce qu'on entend par engagement citoyen ou réserve opérationnelle. Je pense que l'exceptionnel, effectivement, ça transcende et c'est quelque chose qui va être organisé peut-être au plus haut niveau de l'État. Mais le quotidien, effectivement, il y a peut-être un échelon local qui va être important pour les agriculteurs. Il y a beaucoup de conventions qui sont passées entre les sapeurs-pompiers et les agriculteurs, justement dans les cadres des feux de récolte ou des feux de forêt. On a vu pour les feux de forêt, notamment en Gironde, comment la population et les agriculteurs ou d'autres ont su répondre par des gestes parfois très bêtes, très simples, d'aide à la population. Il y a eu beaucoup d'assistance qui ont été mis en place. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt en local à entretenir un petit peu cette capacité de résilience et cette capacité citoyenne pour que quand on aura un grand événement un peu plus important, on soit préparé et là on puisse mobiliser les gens. Et puis tu as toute l'expertise propre à chaque métier. Moi je me souviens sur des recherches en milieu de montagne, si tu veux, où je ne vais pas citer, mais les professionnels du secours n'avaient pas demandé aux gens qui connaissaient la forêt, vous comprendrez, qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance terrain pour les aider dans les recherches, ce qui est dommage. Et c'est ce que je voudrais qu'on aborde dans la dernière partie. On finit à quelle heure? À écart. On a un peu de temps encore. Ce sera tout ce qui est coordination justement opérationnelle. Voilà, donc on garde ça pour les 10 dernières minutes. Alors on va passer à la coordination, comme ça ensuite on gardera pour les questions dans la salle. Donc l'idée c'est justement et encore je reviens sur ce qu'on disait au début sur le Covid, où d'un côté les hôpitaux ou les SAMU ou les SDIS disaient je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu aider, mais je ne sais pas comment comment les intégrer. Et puis à l'inverse, beaucoup de gens dire ouais, moi je suis venu à la porte de l'hôpital et on me l'a fermé. Donc comment coordonner de façon peut-être parfois un peu spontanée ou inopinée une action, un engagement volontaire des citoyens? Alors il faut des tuteurs dans la durée, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas en une situation de catastrophe, ils doivent se considérer comme tuteurs possibles à un moment précis, ou d'un réserviste en cours, ou de réservistes possibles qui débarqueraient.
Donc, Oui, mais quand tu es médecin, que tu es déjà sous l'eau, dans ton hôpital, si tu veux, alors, c'est pas et qu'on te dit forcément- en plus tu dois être tuteur de gens qui connaissent que dalle de l'hôpital. Et ça fait partie de la profession, à mon sens. Ah mais mais ça s'est pas passé comme ça, je te le dis. Juste peut-être une petite info, c'est vrai qu'au moment du Covid, notre association a mis en place une plateforme téléphonique complètement dématérialisée. Dématérialisée, ça veut dire que chacun répondait de chez soi et ça garantissait un peu sa sécurité. Et on a traité à ce jour près de 80 000 appels, on appelait SOS Crise, et on pense que ce type de plateforme téléphonique, parce que le téléphone, il peut être établi assez rapidement, le téléphone classique. Et ça peut être un fabuleux outil pour orienter, conseiller, donner. Et on a plein de gens qui nous téléphonaient, qui appelaient les numéros gouvernementaux, qui étaient le 0800 13 000. Nous, c'était 819 000. Il était facile à retenir. Et on était une sorte de méta-plateforme qui pouvait orienter. On n'était pas là pour prendre la place des autres, mais on était là pour orienter vers les structures qui pouvaient mieux répondre à leur appel. Je me rappelle une fois, on a eu un berger dans les alpages, pour revenir à nos paysans, Peut-être qu'on le connaît. qui était complètement perdu, et de la réponse, on ne la connaissait pas, donc on a cherché, et on a trouvé qu'il y a un numéro, effectivement, d'assistance aux bergers en détresse. Et l'association s'appelle Cléopâtre. Et donc, on vérifiait que le numéro était toujours en vigueur, qui pouvait répondre, et on l'a transmis à ce berger. Donc, la téléphonie peut être intéressante. Et puis, j'entendais Pierre qui parlait tout à l'heure d'îlotiers ou de gens qui vont, en cas de crise, avoir une action et fédérer un peu toutes ces bonnes volontés. Récemment, j'étais au Maroc, et j'ai vu des gens qui avaient participé à l'organisation des secours après le tremblement de terre qu'il y avait dans la région de Marrakech. Et c'est vrai qu'il y a eu les réseaux sociaux qui ont été extrêmement porteurs, qui ont fait énormément de choses. Et puis, très vite, les gens sont bricolés pour avoir un accès à l'électricité. L'électricité, donc, recharger son portable, donc donner des nouvelles. Et je pense que c'est des gens, des citoyens qui étaient là et qui ont arrivé à détourner des poteaux électriques, etc., qui ont pu avoir le courant très vite. Et je pense que les réseaux sociaux, je crois qu'il faut en tenir vraiment compte. Et puis avoir des personnalités qui sauront fédérer un peu toutes ces actions. Et ça pourrait même être un réseau de réservistes en veille qui serait prêt à justement aider les autres réservistes qui sont en déshérence. Mais on voit qu'il y a plein de choses encore possibles. Mais donc là vraiment sur ce que vous dites, hein, sur l'aspect coordination et au plus haut sommet de l'État, donc je m'adresse à ces représentants. Comment justement pouvoir être sûr que toutes les ressources pourront être utilisées, quelque chose d'avoir un peu audacieux, mais en même temps avec un respect des règles et un commandement qui soit, on ne fait pas n'importe quoi, et évidemment c'est valable aussi dans des situations très dégradées. Oui, effectivement, c'est vraiment le principe d'unicité de commandement. Donc, alors, sans parler du niveau de l'État, mais au moins au niveau du département, le préfet, c'est le directeur des opérations. Donc, en général, l'officier de sapeur-pompier, il est là pour gérer la tactique, et quand on a une grosse intervention, on a un PC, et au niveau du PC, on a capacité de voir l'ensemble des forces concurrentes, donc les sapeurs-pompiers classiques, professionnels, volontaires qui sont habitués. Et après, vous avez aussi une visu sur toutes les bonnes volontés, connues ou inconnues, répertoriées ou pas, justement dans différentes réserves, qui peuvent se présenter spontanément. Et à ce moment-là, autant que faire se peut, on essaye de mettre des responsables ou des têtes de réseau, donc des officiers, des sous-officiers, enfin des gens du système qui connaissent le système, qui vont pouvoir prendre en main ces bonnes volontés en fonction de leurs compétences. Alors ça, c'est très empirique et très terrain, parce qu'on n'a pas de liste préétablie du pompier, enfin de l'agriculteur qui vient aider, etc. Donc on a déjà une organisation opérationnelle qui est robuste et donc pilotée par le préfet. Au niveau de... Alors, je prends un petit exemple, parce qu'on a eu plusieurs fois justement des remontées, que ce soit des élus ou des membres d'associations qui disaient mais ce serait bien aussi que le préfet puisse appuyer sur un seul bouton et qu'il ait justement tous les associatifs. Aujourd'hui, ça n'existe pas totalement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du 76 dans la salle. Alors, je sais qu'au niveau du 76, il y a une maison de la sécurité civile qui est en train de se faire sous égide SDIS, mais qui respecte les cas juridiques et les entités juridiques des uns et des autres, et qui permet au préfet de pouvoir bientôt appuyer sur le bouton en disant ben voilà, j'aurai, en cas de besoin, telle association, telle association, telle association. Donc c'est un début de maîtrise justement de toutes ces bonnes volontés essentiellement associatives.
Au niveau national, alors moi, j'ai pas connaissance du bouton qui appuierait sur tout, mais voilà, je peux pas répondre là-dessus. Alors, pour compléter ce que dit ma collègue, la colonelle Lamère, deux choses. D'abord sur le parcours, en tout cas sur la volonté, la volonté de concours spontané. Il y a un sujet aussi de formation et de réponse à ces volontariats, mais qu'il faut gérer peut-être plus dans le temps de paix aussi, enfin autant dans le temps de paix que dans le temps de crise. Donc il existe, c'est au ministère de la Jeunesse, des Sports, de la vie associative, une direction qui est en train d'essayer de coordonner, enfin de recenser toute l'offre d'engagement civique citoyen dans tous les domaines. Ça dépasse largement le cadre du soin, de la sécurité civile, pour proposer vraiment une offre à n'importe quel âge de la vie d'une personne qui souhaite s'engager dans le bon domaine, et derrière peut-être un parcours, parce qu'il y a un moment donné de la vie où on a plus de temps, où on en a moins, etc. Et qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de cheminement pour capitaliser justement sur une expérience antérieure. Tout ça a un intérêt, mais bon, c'est porté par notre administration. J'en ai un regard partiel, puisque nous sommes sollicités sur notre segment, donc je m'attarderai pas plus. Sur le volet départemental, la colonelle l'a bien dit. Après, il existe dans les textes un conseil départemental de la sécurité civile, qui est une instance qui est insuffisamment réunie. J'ai occupé 2 fois le poste de directeur de cabinet de préfet, je peux le dire, parce que moi-même, ne l'ayant jamais réuni, je me rends compte que je me suis trompé. Mais c'est pour ça qu'on fait des carrés longs, c'est pour apprendre de ses erreurs. On arrive à agréger des moyens au niveau du département, à intégrer des moyens dans une situation de crise. On le fait assez peu c'est pareil dans le temps de paix ou dans le temps normal. Et je pense que ce qu'il manque, je prends un parallèle. Quand on est directeur de cabinet, on réunit toutes les semaines les forces de police et de gendarmerie, enfin la sécurité intérieure, la prison, le renseignement, pour faire une petite situation, etc. On devrait, à mon avis, avancer un peu plus sur le volet sécurité civile, et justement, alors sans le faire toutes les semaines, parce qu'en plus on a aussi des associatifs qui n'ont pas forcément que ça à faire, et puis ils ne viennent pas forcément s'engager pour faire que des réunions. Pour autant, il y a un vrai effort d'intégration de la réponse de sécurité civile, associative, spontanée, professionnelle, à conduire. Alors il faut vraiment que l'autorité préfectorale, de mon point de vue, joue son jeu, puisque il y a parfois alors, on parlait du 76, qui est un département où les choses ont bien avancé. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je dois accompagner les départements où les services d'incendie et de secours et les associations et les SAMU doivent signer des conventions pour organiser leur coopération. C'est pas simple. Et parfois, des fois, c'est complètement bloqué. Donc, il y a un vrai... à mon avis, c'est là qu'on doit retrouver un petit peu ce rôle de coordination et de poignée d'éventail du réseau préfectoral pour... non pas parce qu'il faut qu'il y ait une tête qui dépasse, mais parce que c'est censé être l'échelon de l'intérêt général, arriver à faire travailler tout le monde ensemble de façon beaucoup plus régulière, de ne pas le faire que qu'en gestion de crise, pour justement, au moment où la crise intervient, être prêt et que chacun sache ce qui est attendu de lui. Parce que c'est souvent le problème aussi, c'est quand la crise survient et qu'on se rend compte qu'il y a une lacune, enfin un moyen qui manque, c'est là qu'on fait appel. Si on l'a préparé, si on l'a anticipé, alors tout n'est pas préparable. Et la première victime de la guerre, c'est le plan. Pour autant, c'est dans ce volet-là, à mon avis, qu'il y a beaucoup de choses à avancer. Et quelqu'un qui s'entraînera, en plus, on parlait de rythme, quelqu'un qui participera à des entraînements, le fait que la crise soit pas quotidienne, ça lui permettra aussi de comprendre qu'il reste dans un vivier qui a sa raison d'être. Vous parliez aussi des gens qui ne sont pas mobilisés pendant 10 ans. Si on les mobilise, ne serait-ce que pour un exercice, au moins ça leur prouve qu'il y a une finalité tout à fait établie à leur engagement. Bon. On va se donner un quart d'heure de questions avec la salle. On a des micros. Oh là, on a bien fait de garder un quart d'heure. Surtout si Christian... T'as besoin d'un micro, Christian, ou pas? Attends, il regarde derrière toi. Oui, moi j'avais une question, donc Christian Somat du Haut Comité français pour la résidence nationale. J'avais une question sur cette notion de garde nationale. Parce que la notion de garde nationale, c'était la couverture globale. Je ne vous ai pas entendu en dire un mot. Et je me pose la question de savoir si ça existe vraiment, enfin autrement que signer des conventions avec les entreprises pour faire venir des réservistes militaires, ça marche. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une véritable volonté au travers de la garde nationale de faire un chapeau à l'engagement réserviste au moins au niveau national? Et le deuxième aspect, c'est la réserve communale de sécurité civile qui a été... mais
il n'y a pas de corpus de doctrine très clair sur ce sujet. Il n'y a pas moi, j'en parle avec mon maire dans le Gard, ils ont aucune idée de comment monter ça. Enfin, si, quand on connaît, qu'on est dans le truc, on leur explique, etc., etc. Mais si vous voulez, l'État n'a pas fait d'efforts majeurs pour pousser les réserves communales de sécurité civile et n'a pas donné vraiment ni de corpus, ni de doctrine, ni de moyens pour le faire. Donc, si on veut faire de l'engagement, je pense qu'on a raison. Les maires, c'est l'échelon de base. Et l'État, il faut qu'à mon avis, il fasse le ménage. Parce qu'en plus, vous savez très bien tous, c'est qu'il y a souvent des réservistes qui sont dans 3 réserves concomitantes. Donc après, il n'y a pas de fichier général, on ne sait pas qui fera quoi, où est-ce qu'il ira, etc., etc. Donc il y a un gros travail, à mon avis, de nettoyage, entre guillemets, et de cohérence à mettre en œuvre. Enfin, c'est un avis. Alors la coordination inclut le nettoyage. Je peux vous répondre pour la garde nationale. Donc en ce qui concerne la garde nationale, elle a toujours existé. Le terme de garde nationale, c'est une fédération de ce qui existait déjà. D'accord. Et c'est une mise en orchestre, en fait, des différentes réserves qui existaient pour l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, les essences, où il y a des tas de réserves, il y a 10 composantes en tout. Donc ça a fédéré tout ça. Et ça a tout à fait été utile, puisque, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, de mon expérience de réserviste, depuis que la garde nationale existe, il y a des outils qui ont été mis en place, notamment informatiques, où on peut vraiment se lier avec, justement, un tutorat, voilà, qui nous permet d'avoir nos activités, de s'inscrire, d'avoir un retour de ces activités, de prendre un billet de train. Et tout ça, c'est très bien orchestré sur un site Internet qu'on appelle ROC et qui nous est très utile. Donc la garde nationale, ça a pris corps et ça nous a aidés. Et sur le terrain, nous, on l'utilise tous les jours. Et maintenant, le terme de garde nationale, peut-être, il est plus ouvert et il est à développer. Parce qu'après, pour qu'il rentre dans l'esprit des Français, il faut que ça représente une personne. Voilà. Donc la garde nationale, il y a des régiments qui sont en cours de mise en place. Vous avez des régiments d'infanterie, par exemple à Paris, vous avez les 24e RI qui forment les personnes qui font la mission Sentinelle, par exemple. Donc ça a un vrai corps et ça se développe. Vas-y. Une courte réponse sur la réserve communale. Effectivement, vous avez raison, c'est une création qui a 20 ans, qui est assez peu accompagnée. Alors on entre toujours un petit peu aussi sur le dilemme de la libre administration des collectivités territoriales et le rôle que l'État doit y jouer. Pour autant, il n'y a pas très longtemps, et je parle, puisque certaines personnes étaient là, le directeur général de la sécurité civile, en réunissant les associations agréées de sécurité civile, finalement, ça se fait dans un biais un peu négatif, et je vais vous expliquer pourquoi, mais on en attend des vertus. Les réserves communales se sont emparées de missions, finalement, qui vont largement au-delà du cadre, pour lequel, même s'il n'est pas très écrit, elles sont prévues. On a vu des réserves communales de sécurité civile du sud-est de la France venir au secours de communes dans le nord, dans le Pas-de-Calais, alors que communal par construction, c'est plutôt d'un périmètre assez connu. Mais faute d'avoir écrit effectivement ce à quoi elles étaient destinées, on leur a laissé la place pour aller faire d'autres missions, et là, avec un vrai risque juridique, parce que quelqu'un qui en plus n'a pas un statut associatif, qui a signé un papier juste pour faire partie d'une réserve et qui mettrait en œuvre un acte de sauvetage et qui, au lieu de tirer une personne de truc, la renverse la barque et noie tout le monde. Là, on est rapidement dans l'embarras. Donc, et le directeur général a pris l'engagement, nous avons vocation à écrire, dans des délais assez brefs, une circulaire qui, au moins, bornera. Après, il ne faut pas non plus aller trop loin dans ce que vous devez en faire. En tout cas, c'est ce que vous pouvez en faire. Et c'est un travail qui est devant nous. Alors, est-ce que ça percutera, enfin, est-ce que le Bureau de la sécurité civile percutera tout ça et nous dira, on va repenser tout le dispositif et vraiment écrire un corpus avec des compartiments de terrain quasiment, peut-être. Dans l'intervalle, effectivement, il y a eu un manque de ce point de vue-là, et on l'a constaté négativement, puisque effectivement, c'est plutôt le débordement de missions qui a été constaté plutôt que le rétrécissement. Général Prieur qui a une question. Oui, alors j'interviens en tant que secrétaire général du Conseil national de protection civile, qui est un organisme qui regroupe les associations qui ont l'agrément national de sécurité civile, donc les 14 qu'évoquait M. Paillère tout à l'heure, en fait, en clair, 14 au moins une. J'ai également été, enfin, je suis depuis 12 ans bénévole dans une de ces associations, et j'ai même été pendant 3 ans directeur des actions de secours dans cette association. Pour ne pas la cacher, c'était l'Ordre de Malte France. Puisqu'on parle aujourd'hui de résilience et d'engagement citoyen, je me souviens que quand j'étais directeur des actions de secours dans cette association, en dépit de toute
le volume de préoccupations très quotidiennes et très terre-à-terre que j'avais à gérer, il y en avait une qui restait chaque fois que j'arrivais au travail, c'est les bénévoles qui sont dans mon association, en ont-ils pour leur compte? En fait, on revient exactement à la question qu'on posait tout à l'heure. Un bénévole qui a fait l'effort de sacrifier plusieurs week-ends pour atteindre le niveau technique imposé par l'État pour prétendre être acteur de sécurité civile doit avoir un retour. Le ticket d'entrée pour devenir secouriste en France, c'est 70 heures de formation. En fait, plus de 80 quand on met tout bout à bout. 80 heures pour un bénévole, et je rappelle qu'un bénévole, à la différence d'un volontaire, ne perçoit aucune rémunération. Donc, pour un bénévole, c'est plusieurs week-ends où il doit aller dans une salle de classe, apprendre un certain nombre de choses, de gestes très précis. Je rappelle que la définition officielle du secourisme, c'est un ensemble de gestes qui sont délégués par délégation de l'Académie de médecine. Donc, on est dans la protocolisation complète. Donc, c'est le monde de la rigueur. Et en plus, on demande à ces bénévoles, après cet effort de 80 heures de formation, de se recycler tous les ans. Voilà. Donc, je dis ça parce que c'est vraiment une contrainte très forte qu'on demande à ces citoyens qui constituent la pointe de diamant du bénévolat en France. Ils sont 36 000. 36 000. Le retour que nous leur devons, nous, dans l'association, c'est de leur donner pour leur compte. Donc il faut leur donner des missions. Et dans sa grande sagesse, l'État, en 2004, lorsqu'est apparue la loi de refondation de la sécurité civile en France, a donné l'exclusivité à ces associations de la mise en sécurité des grands rassemblements, ce que nous appelons dans notre jargon des DPS, des dispositifs prévisionnels de sécurité. Et jusqu'à maintenant, c'est cette disposition législative qui permet à nos secouristes de pouvoir se confronter avec la réalité sur le terrain. Alors, ce n'est pas toujours très héroïque. C'est vrai qu'aller mettre en sécurité la foire, mettre en sécurité la foire au jambon et la choucroute d'Arpajon, comme vous disiez, c'est pas toujours. Mais il peut y avoir des gens qui sont pris de malaise et ça permet de vérifier que les gestes qu'on a appris sont efficaces. Donc, on a au moins ça. Et je rajouterais que cette disposition législative d'exclusivité de la mise en sécurité des grands rassemblements de foule est une originalité française. Je suis bien placé depuis quelques années au niveau européen pour savoir que ça n'existe nulle part ailleurs, au moins en Europe. Et probablement dans le reste du monde. C'est une exclusivité française, ça n'existe pas ailleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nos bénévoles ont besoin d'avoir plus de terrain de pratique. Et dans ce domaine, la loi Matras nous offre maintenant la possibilité d'élargir au reste des départements ce qui se pratique en région parisienne et sur le périmètre du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui, eux, acceptent depuis 1998 les secouristes bénévoles des associations dans leur couverture opérationnelle. Alors, ils sont sous contrôle opérationnel, mais ces bénévoles viennent avec leurs véhicules de la Croix-Rouge ou d'une autre association, leurs uniformes de la Croix-Rouge ou d'une autre association, dans les casernes de pompiers, et là, ils sont pris dans la couverture nationale et ils partent, hein, comme les autres vecteurs des pompiers, sur le secours d'urgence à personne. Ça marche depuis 1998 à Paris et à Marseille. Ça a été maintenant permis par la loi Matras il y a 3 ans et nous sommes désireux maintenant de savoir quels vont être les progrès de cette expérience qui correspond aux attentes de ces bénévoles. Je suis aussi très intéressé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de savoir comment on va gérer le bénévolat de ces bénévoles qui participent au secours d'urgence à personne sous le contrôle des pompiers, avec
des pompiers volontaires qui sont limités uniquement au secours d'urgence à personne. Là, il va y avoir un hiatus. Il va y avoir des siphonnages de RH d'un côté vers de l'autre. C'est exactement ce qui est arrivé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, puisqu'en 2005, nous avions les premiers créé une filière secours d'urgence à personne, avec des pompiers de Paris qui ne faisaient que du secours d'urgence à personne. Et nos collègues, nos amis et les autres associations sont venus nous voir nous disant « Attention, vous êtes en train de siphonner notre RH, parce que vous payez vos réservistes ou vos volontaires, mais nous, dans le bénévolat, on reste toujours sur le bénévolat. » Voilà. Donc, j'ai dit bien, cette question du grain à moudre est absolument fondamentale. Il n'y aura pas d'émergence du bénévolat, du volontariat ou de l'engagement citoyen en France si, derrière un dispositif organisationnel ou réglementaire, on ne met pas en place des structures pour permettre à ces jeunes de se réaliser dans leur engagement. C'est absolument fondamental. Je terminerai avec les 170 000 autres bénévoles, parce que là, j'ai parlé que des 36 000 bénévoles secouristes, la pointe de diamant. Il y en a encore 170 000. Ces 170 000, les associations ont besoin aussi de leur donner du grain à moudre. Ils ne sont pas secouristes. Ils ne sont pas secouristes. Et nous en avons besoin chaque fois qu'arrive une catastrophe nationale. Alors, une inondation, une tempête, Cynthia, la Roya, etc., etc. Donc, ces gens-là viennent pour secourir en appui des services publics, bien entendu, toujours sous contrôle du préfet, avec leur agrément de sécurité civile, mais aussi avec leurs moyens, leur personnel, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas une catastrophe toutes les semaines. Donc, les responsables de ces associations doivent aussi faire preuve d'imagination pour leur dire on va entretenir la flamme, c'est vous qui avez utilisé le terme la flamme, en vous trouvant des solutions palliatives pour non seulement entretenir votre motivation, mais aussi pour vous permettre d'entretenir vos savoir-faire, vos skills. Et ces missions, ce sont des missions que nous appelons les missions sociales ou de solidarité. Et là, je rejoins ce que disait Suzanne tout à l'heure. Oui, les 170 000 bénévoles de ces associations qui ne sont pas des secouristes paramédics, entre guillemets, sont utilisés, pas au quotidien, mais hebdomadairement, pour des opérations de soutien aux populations, que nous appelons d'un terme très malheureux les maraudes sociales, et qui sont le moyen qu'ont trouvé les associations pour entretenir la flamme, et je dis bien entretenir aussi les savoir-faire, parce que lorsqu'on fait une maraude sociale, il faut déployer une tente, mettre en place un groupe électrogène, une ligne électrique, mettre en place des réchauffeurs d'eau, etc., etc. C'est du boulot de logisticien. C'est pour ça que dans notre jargon, nous avons 3 catégories de bénévoles de sécurité civile, enfin de protection civile: le secouriste, les 36 000, les logisticiens, ceux que je viens d'évoquer, et qui deviennent, le cas échéant, des opérateurs de sécurité civile lorsqu'il y a une catastrophe. Voilà, je vous ai résumé à peu près le paysage associatif, mais ce paysage associatif a effectivement besoin de savoir où il est, il a besoin de savoir se repérer, il est fier de soutenir le cahier des charges que lui fixe l'État, merci M. Bayer, mais il faut l'aider à s'organiser parce qu'il a aussi ses propres ferments de division, et il existe 200 000, c'est pas négligeable, il faut l'aider. On va faire des réponses courtes. J'attends aussi la réponse des pompiers, parce qu'il vous a quand même Juste une réponse très courte. posé une question. Est-ce que tu dis, Joël, effectivement, l'urgence sociale, c'est le prochain défi auquel on doit être confronté, qu'on doit résoudre. Actuellement, l'urgence sociale n'est pas traitée. Le monde social, dans ses études, apprend que l'urgence sociale n'existe pas. Et finalement, qu'est-ce qui traite l'urgence sociale? C'est les pompiers. Et je pense qu'on gaspille trop de moyens pompiers pour résoudre des urgences sociales qui pourraient être résolues en amont. Et ça, c'est un peu mon combat, moi, au SAMU, de médico-social, de faire en sorte que chacun fasse son travail. Et quand on voit les
les moyens du monde social, je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'enfin ils sortent de cette certitude que l'urgence sociale n'existe pas. Quand on dit ça, c'est transformé en urgence médicale, et du coup ça arrive au SAMU, et le SAMU, c'est pas son métier, et donc c'est les pompiers. Et je pense qu'éviter un grand nombre de gaspillages, c'est de traiter, pardonnez-moi, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, mais je crois que c'est le prochain défi auquel on est confronté. Oui, ça pourra faire partie d'un colloque de la SFMC, je pense. Juste parce qu'il y a quand même une question qui a été posée au SDIS par rapport à ce qu'avait fait la brigade et le bataillon depuis 98. J'étais pas né. Alors c'est vrai que la loi Matras a ouvert la possibilité, mais vous le savez certainement très bien, on est encore dans des logiques... on n'est peut-être pas encore prêt à sortir, je vais peut-être utiliser un terme un peu fort, mais d'une logique concurrentielle. Parce qu'on est complètement dans des logiques concurrentielles de l'engagement citoyen. Et il y a une précédente secrétaire d'État qui a dit qu'il faut un service public de l'engagement citoyen. Parce que d'une part, c'est vrai qu'on utilise ce terme pas toujours à bon escient, premièrement. On voit fleurir les réserves diverses et variées, aménagement du territoire, réserves développement durable, tout ce que vous voulez. Donc on va toujours chercher le citoyen. Donc le citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Il est intelligent. Soit il aime une thématique, soit il voit un petit peu aussi son retour sur investissement. Donc il nous manque là quelque chose. Et tout à l'heure, vous évoquiez la même problématique sur les réserves communales. Aujourd'hui, on parle, le Code de la sécurité intérieure dit réserve de sécurité civile. C'est quoi ce truc? Voilà. Ça n'existe pas vraiment, parce que derrière réserve de sécurité civile, c'est essentiellement les réserves communales. On a maintenant la réserve des services d'incendie et de secours. Les SDIS eux-mêmes ont créé leur réserve pour les post-crises, pour les péri-opérationnels, pour faire les sandwichs sur intervention, ce que quelquefois on fait faire par la Croix-Rouge ou d'autres interventions, d'autres associations quand ça se passe bien sur le terrain. Donc on est dans des logiques concurrentielles, et aujourd'hui il nous manque des outils. Et aujourd'hui, il faudra effectivement mettre autour de la table le directeur de SDIS, le président de CASDIS, le préfet, pour dire à quel moment je vais renoncer, entre guillemets, à mes troupes pompiers volontaires pour dire ouvrir le SWAP à des non-pompiers. Enfin, ça, c'est un changement de paradigme. Et aujourd'hui, la discussion, enfin, en tout cas, ma connaissance, la discussion technique et stratégique, elle n'a pas eu lieu. Après, elle commence à arriver un petit peu, puisqu'on voit dans certains départements que ça commence à se mettre en place. Donc, c'est encore la libre administration des collectivités aussi. Et donc, certains SDIS commencent à s'ouvrir. Après, je pense qu'effectivement, il y a aussi des problèmes politiques dans son ampleur, et des problèmes de dogmes. Donc, il faut aussi, c'est pas en 2 ans qu'on va réussir à casser, surtout en France, des dogmes qui ont été mis en place depuis des dizaines d'années. Et puis après, attention aussi, effectivement, on l'a dit, c'est la concurrence entre les différentes structures. J'ai vu beaucoup de bénévoles d'associations aller dans les SDIS et puis au final basculer du côté sapeurs-pompiers parce qu'ils faisaient la même chose. Ils avaient un bel uniforme, mais ils étaient en plus indemnisés. Et donc du coup, après, effectivement, le parcours du citoyen, il est un petit peu au gré de ses intérêts et au gré de ses motivations. Mais je pense que, en tout cas, les choses s'ouvrent un petit peu. Il va prendre le temps. Il y a des SDIS, on peut se dire, par exemple, le SDIS 77 qui est en train de mettre ça en place. Il y a d'autres SDIS qui vont sur ces innovations. Et puis peut-être qu'un jour aussi, on va être rattrapé par la problématique, mais qui est un peu commune à tout le monde, de la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, tant dans les associations que dans les SDIS, on a de moins en moins de personnel. Dans les SDIS, oui, il y a des gens qui font que du SWAP, mais la majorité des personnels sont pluripotents et de plus en plus on leur rajoute des missions, donc ils font de l'incendie, du secours routier, ils font plein de choses, et donc peut-être qu'il y a un modèle à retravailler, et peut-être que le Beauvau de la sécurité civile, je ne suis pas dans la discussion, mais ce sera peut-être aussi l'occasion d'aborder ces sujets-là. Bon, je vais laisser une dernière question. Alors, comme c'était l'engagement citoyen, un citoyen engagé que beaucoup connaissent, qui était premier témoin, voilà. Et donc, Jean-Luc, pose ta question. Merci. Oui. Donc Jean-Luc Vertenschak, je suis ce qu'on appelle maintenant un aidant de première ligne. Je suis intervenu avant les secours sur la terrasse de la Belle Équipe le 13 novembre 2015 pour porter secours aux victimes en bas de chez moi. Et une des questions que je veux vous poser, c'est justement par rapport à l'engagement citoyen, à l'incitation citoyenne. Se former au premier secours à l'heure actuelle, ça coûte de l'argent. On doit payer. On doit payer et il n'y a aucune raison que ce soit gratuit puisque c'est ce qui fait vivre aussi les associations agréées. Par contre, est-ce que ces formations ne pourraient pas être déductibles?
simplement pour pouvoir permettre à plus de personnes de se décider à se former. Et, excusez-moi madame, le soir de l'attaque, je pense que la réponse téléphonique ne m'aurait pas aidé. Merci. Alors, peut-être pour répondre sur la suggestion, il y a différents mécanismes qui sont effectivement étudiés. Hein. À un moment donné, il y avait le sujet de l'éligibilité au compte professionnel de formation. Alors, le problème de ce genre de dispositif, ça peut vous paraître lointain, c'est vrai que tout n'est pas administré par le ministère de l'Intérieur. En fait, il y a des opérateurs qui décident si c'est possible ou non. Le sujet de la déductibilité des impôts, alors dans la loi Chenvar, je ne l'ai pas vu. Après, ces outils-là peuvent être proposés, mais ça ne peut être qu'une initiative, soit du gouvernement, soit de parlementaires. Je ne pense pas l'avoir vu, mais c'est en soi quelque chose d'assez pertinent. Après, il y a effectivement, selon le volume selon le volume horaire, il y a certaines associations qui parfois proposent des prix tout à fait modiques sur les modules les plus accessibles, hein, à leurs adhérents, mais il y a quelque chose de probablement étudié. Alors après, pour avoir l'habitude de ce genre de débat, si vous présentez un texte comme ça devant l'Assemblée nationale ou devant le Parlement, on va demander toujours, puisqu'il y a une moindre recette pour l'État, comment est-ce que vous la gagez? Alors, une accise sur les droits et tabac, c'est toujours ce qui sort. Ça peut marcher. Non, mais là-dessus, il n'y a pas aucune ambiguïté. Il faudrait que le sujet soit porté politiquement. Je vous entends le dire. Ça me paraît tout à fait pertinent. Encore faut-il que quelqu'un s'en fasse le relais parmi ceux dont le métier est de fabriquer la loi. Nous, administration, nous ne faisons que la mettre en œuvre. Mais je prends le point. Il y a un dispositif qui s'appelle le compte engagement citoyen, le CEC, qui a été mis en place dans la loi de 2016 sur la réforme du marché du travail et qui permet à des gens qui s'engagent dans des associations, quelles qu'elles soient, après un certain niveau d'engagement et sur les associations qui sont sur une liste qui est une liste établie par l'État, de se donner des trimestres de retraite. C'est un autre volet aussi pour pousser les gens à s'engager. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du compte Nous, nos réservistes sanitaires, au-delà de 60 jours, on alimente leur compte, dans leur compte retraite tous les ans, dès qu'ils ont dépassé un certain nombre d'engagements sur cette année-là. Alors ça, c'est dans la PPL Chenvar pour les associations agréées. Mais alors, il y a un sujet derrière, au-delà du sujet de l'équilibre financier du régime de retraite, il y a la question de savoir qui est-ce qu'on vise. Parce que quand le général Prieur parlait tout à l'heure de 200 000 secouristes, 200 000 bénévoles, pardon, il y a un engagement dont l'intensité varie. Alors est-ce qu'on le met pour tout le monde? Parce que si vous mettez 3 trimestres de retraite au bout de 10 ans, le type qui est trésorier d'une délégation territoriale à qui ça demande 1 heure de comptabilité le samedi, il va être éligible au même titre que celui qui a consacré du temps, de l'énergie, de l'argent personnel pour se former et pour ensuite, le dimanche matin, faire la foire à l'asperge d'Arpajon, ou autre chose. Donc il y a une question de curseur aussi. Mais bon, tout ça, ce sont des sujets ouverts. Ceux-là, pas celui que vous avez évoqué, mais les autres le sont. Le texte existant est très clair. Hein. Avant, j'aimerais revenir. Alors ça dépend lesquels. Ah, je vois M. Vallée qui lève la main au fond de la pièce. Ouais. Le compte engagement citoyen est extrêmement restrictif et ne s'applique pas à l'ensemble des citoyens qui s'engagent. Donc c'est quelque chose qui est très limité et qui ne s'applique pas pour le 90% des bénévoles des associations, quelles qu'elles soient. Donc il faut juste le remettre. Effectivement, pour la formation de premier secours... Il y a un levier qu'il ne faut pas oublier. C'est un levier qui est inapplicable aujourd'hui. Pour la formation de premier secours, elle a été retirée du CPF très récemment pour les questions que M. Payer évoquait. Et malheureusement, il n'y a pas de dispositif équivalent qui nous permette de réduire les coûts. À part les formations qui ont été faites, les formations courtes qui ont été faites par les différentes institutions, à part tout ce qui est fait à l'école aujourd'hui, qui nous permet de former les gens. Le citoyen n'a pas d'accès réduit à la formation de premier secours, sauf en rentrant dans une association, quelle qu'elle soit, et encore.